Voici le troisième volet que le dessous des cartes consacre à l'Irak. Après avoir évoqué l'histoire du pays, puis tenté de repérer la nébuleuse des mouvements de guérilla, aujourd'hui nous allons réfléchir aux options qui s'offrent à ce pays pour sortir de la guerre. Voici tout d'abord le pays et ses voisins, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Iran. C'est important le voisinage car la guérilla a des conséquences et sur l'unité irakienne et sur les équilibres de puissance à l'échelle régionale. Maintenant, voici une carte du pays lui-même, car il faut bien se souvenir que les habitants de l'Irak sont des Kurdes, environ 17% de la population irakienne. Ils vivent au nord du pays, le peuple kurde étant à cheval sur plusieurs États. Des Arabes, qui constituent 80% de la population du pays, et qui se divisent en deux groupes. Les Arabes sunnites, au centre de l'Irak, soit environ 20% de la population, et les Arabes chiites, au sud-est, formant 60% de la population irakienne, donc largement majoritaire. Et puis il y a aussi une petite minorité d'Arabes chrétiens. Bien, alors où en est le pays aujourd'hui institutionnellement ? Depuis la fin de la dictature de Saddam Hussein en 2003, une nouvelle constitution a été adoptée en 2005 par référendum. Elle prévoit un régime fédéral. Au pouvoir fédéral, la politique étrangère du pays, la défense, la politique économique, la répartition de l'eau. En revanche, les régions pourront gérer aussi tout ce qui est approvisionnement en électricité, les questions d'environnement, de santé publique, l'éducation, mais aussi les ressources en pétrole et en gaz. La nouvelle constitution reconnaît l'arabe et le kurde comme langue nationale. Elle interdit les partis qui soutenaient l'ancien régime, donc le parti Baas. Elle reconnaît la place de l'islam comme source fondamentale de la législation, tout en garantissant à chacun la liberté de culte. Aujourd'hui, le président de la République irakien est un kurde, le premier ministre un chiite. Cette constitution est donc plutôt novatrice, et pourtant, elle n'apporte pas la moindre unité dans le pays, ni le moindre calme. Alors pourquoi ? Si on examine les cibles visées par les attentats, on constate que la guerre entre milices irakiennes est aujourd'hui beaucoup plus intense que celle menée contre les troupes américaines ou anglaises. Alors c'est pour cela que l'on peut parler de guerre civile. Depuis l'intervention anglo-américaine de mars 2003, non seulement l'Irak est un pays qui a basculé dans la guerre, mais l'Irak est un pays qui implose. Alors selon quel clivage ? Celui entre les communautés kurdes et arabes, entre les courants religieux, arabes sunnites et arabes chiites, entre territoires pour l'accès aux richesses pétrolières ou hydrauliques. Regardons les trois communautés de l'Irak et leurs revendications respectives. Les arabes sunnites forment près de 20% de la population du pays. Saddam Hussein, le parti Baas et les sunnites irakiens ont tenu ce pays pendant un quart de siècle, mais ils ont perdu le pouvoir avec la fin de la dictature en 2003. Ils se sentent aujourd'hui marginalisés face aux Kurdes et aux chiites irakiens et s'opposent donc à cette forme d'État fédéral, car ils craignent de ne pas bénéficier de la redistribution de la rente pétrolière. Les sunnites vivent avant tout au centre du pays, et la carte montre bien que les nappes sont au nord, dans les régions kurdes, et au sud, dans les zones chiites. Alors l'objectif de la communauté sunnite, qui est de toute façon très divisée, serait de trouver les moyens politiques pour restaurer un État central fort. Deuxième communauté, les Arabes chiites. Ils sont majoritaires dans le pays, la nouvelle constitution leur a enfin garanti un accès au pouvoir. Ils sont majoritaires aussi au Parlement, qui est issu des élections de décembre 2005, mais la communauté chiite est elle aussi très divisée. Par exemple, le mouvement du jeune imam de Najaf, Muqtada al-Sadr, a quitté le gouvernement en mai 2007 avec ses partisans, car il exige le départ des troupes américaines, alors que d'autres chiites, comme le Premier ministre Maliki, s'accommodent de cette présence. Il n'y a aucun projet collectif commun aux chiites d'Irak. Il y a les rivalités entre la ville de Kerbala et celle de Najaf, entre ceux qui sont au gouvernement et ceux qui l'ont quitté, entre les citadins et les tenants du tribalisme traditionnel, soit autant de clivages qui s'ajoutent au clivage communautaire. Troisième communauté, les Kurdes. On voit bien ici où sont les Kurdes d'Irak, au nord du pays,
Ce peuple vit à cheval sur l'Iran, la Turquie et la Syrie. Les Kurdes, on s'en souvient, forment 17% de la population irakienne. Et depuis la fin de la première guerre du Golfe en 1991, leur degré d'autonomie est de plus en plus large. La langue arabe est en train de disparaître des écoles et des manuels. Le Kurdistan irakien a sa propre armée. Ils souhaiteraient annexer à leur zone autonome la ville pétrolifère de Kirkouk. Un référendum aura lieu à l'automne 2007 sur le rattachement de cette ville au Kurdistan. Plus rien ne relie ce Kurdistan-là au reste de l'Irak, hormis une monnaie commune. On a en fait maintenant un espace politique très différent du reste de l'Irak qui a émergé depuis plusieurs années et qui peut très bien déboucher sur un État du Kurdistan irakien que l'on voit apparaître là sur la carte. Sauf que la décision ne se joue ni dans les régions irakiennes, ni même à Bagdad. Elle se joue ailleurs. Changeons d'échelle. Si l'impasse de la situation actuelle conduit à la partition de l'Irak, une telle partition impliquerait plus encore les puissances régionales voisines. Déjà, avec le Kurdistan irakien, on perçoit les premiers signes venant de la Turquie voisine. La Turquie a une grosse minorité kurde, formant 20% de la population du pays, et Ankara ne veut pas d'effet contagion pour les Kurdes de Turquie, ni que le Kurdistan irakien puisse servir de sanctuaire pour les séparatistes kurdes du PKK. Deuxième acteur, l'Iran, dont le rôle évidemment est déterminant. Si Téhéran se sentait plus en sécurité face aux États-Unis, sa coopération pour sortir du chaos irakien serait peut-être meilleure. D'un point de vue iranien, on peut d'ailleurs penser que seul l'actuel enlisement américain en Irak protège l'Iran d'une intervention américaine, et ce, quelle que soit sa forme. Car on oublie souvent que l'Irak est le deuxième pays chiite après l'Iran. C'est sur le sol irakien que se trouvent deux principaux lieux saints du chiisme, à Nadjaf et à Kerbala, et un État irakien allié de Téhéran ne serait pas accepté par une troisième grande puissance de la région, c'est l'Arabie saoudite. En cas de retrait américain, Riyad redoute ces violences entre sunnites et chiites et s'emploie, par des financements, par des agents infiltrés, à ce que le courant sunnite ne soit pas, dans les années à venir, sous la coupe de Téhéran. Rappelons tout de même qu'entre 1980 et 1988, Riyad a largement soutenu et financé les sunnites en guerre contre l'Iran chiite. Alors la guerre déclenchée en 2003 et maintenant la violence qui continue dans la majeure partie des régions du centre et du sud de l'Irak a généré un flot de réfugiés et de déplacés. Les agences internationales estimaient en avril 2007 qu'il y avait plus de 4 millions d'Irakiens réfugiés dans le monde sur une population d'environ 25 millions d'Irakiens au total. Ils sont 100 000 Irakiens réfugiés en Égypte, 200 000 dans les États du Golfe, 750 000 réfugiés en Jordanie, 1 200 000 en Syrie. Et en Europe, ce sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède qui, de loin, ont le plus ouvert leurs portes aux Irakiens. Pour information, 53 000 Irakiens ont trouvé refuge en Allemagne en 2006 et 1 300 en France. Sans commentaire. Alors toutes ces dynamiques que je viens de résumer convergent vers un règlement des différends, toujours moins démocratique et toujours plus violent. On est actuellement témoin du dépeçage communautaire de l'État, c'est-à-dire la privatisation et la communautarisation de la redistribution des ressources. Les ministères sont transformés en fiefs partisans qui ne recrutent qu'au sein de leur clientèle, un petit peu dans une logique libanaise. Alors, si les États-Unis sont intervenus pour importer la démocratie en Irak, eh bien, elle ne s'installe visiblement pas en 4 ans. Si c'était pour lutter contre le terrorisme, le résultat est exactement inverse à celui recherché. En intervenant militairement en Irak, les États-Unis augmentent la menace terroriste au lieu de la contrer par des mesures non militaires. Alors voilà, après 4 ans, la première puissance mondiale est mise en difficulté par les milices irakiennes, et l'on sait maintenant par le rapport Baker-Hamilton, mais aussi par de nombreux généraux américains, que les solutions en Irak ne pourront pas être seulement militaires. Si les armées américaines quittent ce pays en 2008, l'instabilité et l'insécurité y seront en augmentation. Et si elles y restent aussi.
Si vous voulez comprendre les mécanismes des erreurs américaines, lisez Hamlet en Irak aux éditions du CNRS. Si vous voulez comprendre la sociologie de ce pays qui implose, lisez la revue Critique internationale, l'Irak, violence et incertitude. Et puis plus largement sur le Moyen-Orient, instabilité interne, politique étrangère, la revue de l'IFRI en janvier 2007.